Nature et Connexion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nature et Connexion. Aujourd'hui, je suis avec Robin Brett de Inspiration Sauvage. Bonjour Robin. Salut. Alors Robin, tu fais partie donc de cette association Inspiration Sauvage que tu as créée avec Pauline Ferris, ta compagne. Vous avez un parcours un peu différent tous les deux pour arriver jusqu'à la création de cette association. Toi, par exemple, tu es à la base éducateur nature, si je ne me trompe pas. C'est ça. Tu as été un peu plongé dans tout ce qui est sciences naturelles, vie sauvage, gestes premiers. C'est un peu ça qui t'a amené, je pense, à créer cette association, à rassembler tout ça. Mais tu vas nous expliquer un peu plus en détail après. Et Pauline, elle a un parcours un peu différent où c'est d'abord de l'art, de la peinture, du dessin, qui l'a amené après plus vers la poterie et qui vous a amené voilà, à créer ensemble toute cette belle association où vous proposez des stages et des formations, notamment en vannerie sauvage, en poterie primitive, tannage de peau, taillage de silex. Enfin, c'est assez vaste tout ce que vous proposez. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'abord de toi, qui tu es, de ton parcours, de tout ce qui t'a amené à créer cette association? Oui, bien sûr. Voilà, en gros, mon parcours. Après, c'est le genre de question où on peut te la poser 15 fois et 15 fois tu réponds différemment, quoi, parce que résumé en quelques mots. Mais dans les grandes lignes, moi, c'est vraiment depuis tout petit où j'ai eu la chance de grandir pas en plein centre-ville, mais dans une zone périurbaine, mais avec accès à des grandes forêts. Et mon père, qui vient de la campagne, grâce à lui, j'étais beaucoup dans les bois, à l'accompagner en vélo pendant qu'il faisait son footing, et puis à me poser, à l'attendre, à fabriquer des trucs avec des brindilles, du sable. J'ai aussi pas été limité dans l'usage du couteau des tout petits. J'avais mon petit couteau, je fabriquais des petits trucs en bois et puis il m'a montré quelques bidouilles. Et au final, c'est pas grand-chose, mais ça m'a beaucoup marqué. Le, Parce que il s'occupait pas tant de moi que ça en fait, mais j'étais dans les bois. Donc après, j'ai construit des cabanes avec des copains. J'ai eu une assez grande liberté par rapport à tout ça et je me suis Mm. toujours senti à ma place dans les bois, dans la nature, ce que ça veut dire la nature, mais j'ai toujours eu une affinité avec cet environnement-là, quoi. Ouais. Tu avais Euh, cet espace, en fait, c'est ça, tu as eu cet espace pour pouvoir créer et t'ennuyer un peu dans les bois et pouvoir prendre ta place là-bas, quoi. Bah ouais, je me suis fabriqué des arcs, des trucs. Enfin, ce que j'ai envie de dire, que comme tout enfant dans des conditions propices va s'amuser à faire en fait Mm. ce dont tout enfant n'aurait jamais dû être coupé. Alors j'étais pas j'ai pas vécu dans les bois non plus, tu vois, Mm. mais j'avais le choix. Ouais. J'avais le choix et la liberté aussi de le faire parce que c'était, alors, je suis pas si vieux, mais c'était quand même quand j'étais petit, une époque où on n'avait pas le portable pour pouvoir rassurer les parents. Viens, c'est bon, je suis là. Non, t'avais une heure pour rentrer. Et puis si par contre, t'avais intérêt à respecter l'heure à laquelle tu rentrais, quoi. Mm. Ouais. Euh, et bon, bon, je me suis un peu penché là-dessus, mais du coup, ça s'est fait naturellement. Enfin, aimer bien passer du temps dans la nature, à s'interroger sur ce qui nous entoure, d'où l'attrait pour les sciences naturelles. Même si je n'appelais pas ça science naturelle, tu vois, parce que enfin, mon père, il a beau être issu de la campagne, il ne connaissait rien aux plantes sauvages. Donc, quand j'ai Mm. découvert que, en fait, toutes les plantes sauvages, voilà, tu vois bien qu'elles sont toutes différentes. Et puis, ah, mais après, tu apprends que tu peux les manger. Ah, tu peux manger les plantes sauvages. Ah, très bien. Alors, petit à petit, tu grattes et puis tu te rends compte que tu peux faire plein d'autres choses avec. Et de fil en aiguille, en fait, je suis passé de la nature bien-être récréatif à comment les usages des plantes sauvages, des matières naturelles et petit à petit les techniques, les savoir-faire qui te donnent plus d'autonomie en Mm. quelque sorte dans le milieu, quoi.
C'est ça, tout ce qu'on peut faire avec la nature autour de nous, quoi. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai répondu à ta question parce que je pense que je me suis un peu emballé. Mais Oui, ça c'est vraiment ton parcours de base, quoi. C'est la base de ton enfance, qu'est-ce qui a créé en fait cette motivation à aller vers la et nature ouais, et sans doute aller vers l'éducation nature au départ, parce que c'est ça oui, ton parcours ah, professionnel a commencé là. c'est ça. Après, c'est fait de rencontres aussi. Moi, mon père, tu vois, il m'emmenait dans la nature. Lui, il était comptable. Alors, c'est un truc que je savais que je voulais pas faire. Enfin, je savais pas forcément ce que je voulais faire, mais je savais ce que je voulais pas faire. Je voulais pas être derrière un bureau, Mm. derrière un écran, comme maintenant. Non, et non, enfin, je voulais pas que ce soit ma vie. Je Mm. voyais tellement, enfin, il avait l'air d'aller tellement pas bien que je me suis dit, OK, moi, je veux travailler dehors, dans les bois. Puis après, parmi mes profs de lycée, j'en avais un qui était à la Société Linnéenne de Bordeaux. Mhm. Société savante, tu sais, naturaliste, avec plusieurs sections, dont une section botanique. Soit c'est d'abord le monde des plantes auquel j'ai accroché, donc tu as peut-être compris. Mm. Euh, et, euh, et, et je savais que je voulais être dehors. Et quelque part, j'avais aussi une espèce de fibre écologique. Aujourd'hui, on met tout, enfin, écologie, ça veut plus dire grand-chose, mais j'avais envie enfin, je voyais bien que le monde, enfin, on partait un peu droit dans le mur, et je me suis dit peut-être qu'à mon échelle, il y a moyen de faire quelque chose pour participer de la reconnexion des gens à l'essentiel, en fait. Parce que Mm. je considère que si ça part pas mal aussi en cacahuète, c'est parce qu'on a perdu un rapport direct à des choses qui sont primordiales en fait. Mm. Et alors je dis à mon humblement et modestement, à l'époque, quand j'étais ado, c'était pas le cas. Je me dis non, je vais changer le monde et tout. Maintenant, bon, je tempère un petit peu. Je me dis, bah, je propose autre chose, je propose des choses, enfin, et les gens, ça va les toucher d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, ça va faire un petit cocktail avec leur histoire de vie à eux, et puis ils en font ce qu'ils veulent. Mais Mm. Mm. je vais pas. Oui, tu es devenu un peu plus humble Ouais, avec l'âge. un petit peu quand même. J'ai bien vu que voilà. Je me suis un Ben peu oui. assagi, je crois. Pas pour tout, mais j'espère. Ouais. Et donc, en tant qu'éducateur nature, tu as travaillé un petit peu dans ce secteur-là ou tu as vite, c'est quoi le lien entre ça et Inspiration sauvage? Parce que je pense que dans Inspiration sauvage, votre volonté aussi, c'est d'éduquer. Il y a toujours, enfin, en tout cas, de partager quelque chose, des savoirs avec les autres. Donc, j'imagine qu'il y a un lien quand même il y a une volonté quelque part chez toi, comme tu disais, de partager, de ramener quelque chose de primordial dans la vie des gens, ce lien au vivant qu'on a un peu perdu. Oui, bah clairement, en fait, en devenant, enfin, éducateur nature. Après, quand tu es éducateur nature, tu peux bosser aussi bien. Enfin, moi, c'était clairement pour emmener les gens dans la nature, les enfants notamment. J'ai beaucoup travaillé avec des publics enfants, Mhm. mais aussi bien tu peux être amené à rester tout le temps en salle et à faire des animations sur le gaspillage alimentaire ou tri, qui sont, c'est très bien hein, tout ça, mais c'était pas ma vocation principale, quoi. Ouais. Hum, Par contre, j'aimais beaucoup mon boulot, mais j'ai eu besoin d'avoir plus d'autonomie dans mon travail et faire vraiment ce que j'aime. Parce que, Mhm. et Inspiration sauvage, enfin, il y a un lien. En fait, ça découle. Enfin, pour moi, enfin, le fait que j'étais animateur nature et que je me retrouve maintenant, bon, ça, il n'y a pas vraiment de mots en fait. Euh, Animateur, formateur en gestes premiers, en techniques préhistoriques, en savoir-faire ancestraux, je sais pas, artisan aussi. Il y a, ça découle de toute façon de l'animation nature, parce qu'en Mhm. animation nature, tu vas pouvoir aussi bien faire des animations sur le pistage, les plantes sauvages, sur les jouets buissonniers, fabriquer des petites choses comme ça. Ouais. Donc, c'est très vite fait de dériver vers ça. Et moi, c'était déjà présent, en fait, tout ça.
Mhm. C'est pas comme si j'ai pas l'impression d'avoir changé de métier, même si quand même j'ai un peu changé de public. Je travaille moins avec des enfants actuellement. On a vraiment plus mis l'accent sur la formation, sur la transmission de savoir-faire, Mhm. et ça se présente vraiment sous la forme de formation, quoi. On a, admettons, 3 jours par exemple pour faire un stage de tannage. Et ça va être 3 jours intensifs où on va donner aussi bien des connaissances théoriques que pratiques pour apprendre à tanner une peau avec différentes méthodes, Mhm. gras fumé, tannage végétal, enfin, ça dépend des stages, quoi. Et j'essaye de pas de trop digresser parce que c'est vite fait quand même. Mais donc c'est un Euh, prolongement en fait. Pour toi, c'est un prolongement de voilà de l'animation, l'éducation nature vers quelque chose qui te c'est parle plus avec. un, voilà, c'est un prolongement et je précise en fait, c'est une précision. Mhm. Parce que voilà, maintenant, je vais pas faire des animations sur le gaspillage et le tri. Il y en a qui font très bien à ma place. Mhm. Et moi, je vais vraiment me focaliser sur déjà des animations ou des formations qui se passent le plus possible dehors Ouais, et en contact de matériaux naturels. Et je me suis plus orienté vraiment sur les savoir-faire. ouais, c'est ça. Vraiment toucher la matière, les matières premières qui sont disponibles autour de nous, en fait. Des végétaux, on va extraire les fibres, on va les tisser ensemble, les tresser, faire des paniers, des contenants, des jouets buissonniers, hein. Les jouets buissonniers, ça faisait partie des choses que j'adorais faire. Déjà, un brin de jonc, on fait un petit bateau, et puis on fait des courses de bateau dans la rivière, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est très proche. Il n'y a pas beaucoup de changements depuis que tu étais petit en fait, hein. Non, 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 mais T'en c'est as juste fait important un métier. c'est quand même d'enfant. C'est génial. C'est génial. Du coup, ça nous amène à poser un peu la question, c'est quoi Inspiration sauvage? Qu'est-ce que vous faites exactement? J'en ai parlé un peu dans l'introduction de toutes les propositions que vous avez. Est-ce que tu peux un peu nous parler de façon globale de ce que vous faites? Et puis après, on peut peut-être aller un peu en détail sur certaines pratiques comme la poterie primitive. Ce mot est assez intriguant de se dire, tiens, la poterie primitive, qu'est-ce que c'est que ça? Le tannage, comment est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que c'est? On va pas pouvoir aller dans les détails parce que voilà, comme tu dis, c'est des stages qui prennent 3 jours, donc on va pas rester 3 jours dans cet appel, mais d'aller succinctement un petit peu toucher un peu à tout ce que vous proposez pour avoir une idée de voilà, qu'est-ce que c'est tous ces gestes premiers et ces arts ancestraux qu'on a un peu oubliés. Bah, c'est une bonne question. Et puis, de toute façon, ça évolue, hein. Quand on a créé Inspiration Sauvage avec Pauline, on s'est pas projeté directement là où ça en est aujourd'hui, non plus. Donc, ça a un peu grandi avec nous. Mais bon, notre objectif, quand même, de base, c'était de créer une structure. Alors, c'est une association, euh, qui, qui nous donne la possibilité, plus facilement l'objectif, c'est de partager, de transmettre, les savoir-faire anciens associés à la préhistoire et à la vie sauvage en général. Mais c'est quand même pas mal lié à la préhistoire ce qu'on fait parce que justement parmi tout ce qu'on propose actuellement, il y a deux axes principaux. Le premier, c'est on travaille pas mal pour des musées à l'occasion d'événements, musées de préhistoire essentiellement, mais pas que, hein. Ce qu'on fait, c'est on fait de la reconstitution préhistorique. On fait de la préhistoire vivante, c'est-à-dire qu'on arrive en costume à partir des peaux qu'on a tannées nous-mêmes, cousues nous-mêmes, etc. Euh, et on propose des démonstrations de savoir-faire. Donc ça peut être, comme tu disais au début, taille de silex, poterie primitive. On précisera après, j'ai bien entendu. Ça peut être de la vannerie sauvage, du tannage aussi. Enfin voilà. Et mais sous la lumière de l'archéologie expérimentale. Voilà. Hmm, Donc on parle des savoir-faire associés à la préhistoire. d'accord. C'est voilà. C'était pas forcément ni elle ni moi ne sommes archéologues au départ, hein, Hmm, mais on en est venu à ça parce que forcément quand on s'intéresse aux techniques dites primitives, hein, il y a pas de connotation péjorative quand je l'emploie.
Euh, à un moment donné, tu rencontres la préhistoire. Quand tu veux tailler du silex, tu rencontres les préhistoriens qui taillent du silex. À un moment donné, si tu veux accéder à ces savoir-faire-là, chez nous, en tout cas, c'est associé Hmm. à la préhistoire. Peut-être qu'aux États-Unis, ils sont plus proches des natifs amérindiens, des Premières Nations, et le savoir-faire est moins éloigné d'eux, quoi. Mhm. Nous, c'est les préhistoriens. Ouais, c'est ça. Et ceux qui veulent bien partager à des noms préhistoriens. Et donc, ça veut dire que les techniques que vous utilisez, par exemple pour le tannage ou pour la poterie, c'est limité à une surface, un espace-temps pour que ça reste vraiment dans la préhistoire. Parce que j'imagine que par la suite, il y a eu d'autres façons de faire qui ont été mises en place que vous Alors, n'allez pas explorer. alors oui et non, mais le gros avantage avec la préhistoire, c'est que ça nous offre quand même pas mal de liberté, contrairement à des périodes plus récentes où il y a déjà de l'écrit. Il y a eu pas mal, enfin, même si on trouve pas les artefacts, les objets archéologiques, il y Mhm. a eu de l'écrit dessus, donc ça limite le champ des possibles. En préhistoire, bon, bah, c'est avant l'écriture, et les matériaux sont pas ou rarement conservés. Et ce qu'on trouve, c'est que des traces indirectes. Donc ça nous offre pas mal de liberté en fait sur le pour ce qui est du parce qu'on parlait du tannage. Pour ce qui est du tannage précisément, on va retrouver des grattoirs, on va retrouver des outils qui ont servi à travailler la peau, mais on va pas, ça nous dit pas si ça a été tanné à la cervelle par exemple. D'accord, oui. Je me suis dit, le tannage à la cervelle est compatible, est possible. On sait qu'il travaillait les peaux, mais on ne sait pas comment. Ouais, Donc, c'est ça. voilà. Et ça fait partie de notre discours de toute façon quand on est en représentation. Hein. Après, il y a des choses qui sont reproduites, il y a des répliques. Là, je crois qu'on le voit sur l'écran, le chapeau qu'il y a tout à gauche, là, c'est Ouais. une réplique d'un chapeau pas du tout chinois ou asiatique comme certains Ok. pourraient croire, mais Ouais. c'est un chapeau néolithique qui a été retrouvé dans le lac de Neuchâtel. Ok. Et des modèles qui ressemblent, il y en a eu plein pour le néolithique en Europe. Hmm. Donc, c'est en Libère de Tilleul, la Ok. partie interne de l'écorce de Tilleul. Mais voilà, on a certains objets, ça peut être des répliques, notamment pour les outils en silex. Là, pour le coup, bah, ça se conserve très bien. Donc là, on en a toute une Oui, c'est ça. tripotée avec une typologie qui a été faite, qui est très précise, de plein d'outils selon des périodes précises. Alors attention, les périodes précises, elles s'étendent des fois sur plusieurs milliers d'années. Donc la précision, enfin, tout est relatif, quoi. On est Oui, c'est sur ça. des ordres de grandeur qui sont et un espace aussi géographique qui est tellement large que, bah, tu vois, rien que pour le tannage, c'est tout à fait possible que du tannage au gras et à la fumée, à la Savelle par exemple, ait été pratiqué, mais c'est aussi possible qu'il n'y ait pas eu de tannage du tout, comme le pratiquent d'ailleurs certains peuples aujourd'hui, enfin aujourd'hui, subactuels quand même, parce qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que les Inuits ils mâchouillent encore leur peau pour les assouplir, tu vois. Mhm. Mais Ouais. il n'y a pas de tannage autre que mâchouiller les peaux de renne. Alors, dans la salive, il y a certaines enzymes qui vont pouvoir dégrader en partie le collagène, peut-être, mais c'est pas un tannage au sens où c'est c'est pas rendu imputrescible, c'est pas stabilisé face aux micro-organismes et tout ça, quoi. Bon, Ouais. bon, je rentre un petit peu dans les détails, c'est peut-être pas l'objet de notre discussion, mais juste pour finir, bon, sur le premier axe, donc on intervient pour les musées, souvent la plupart du temps en démonstration, mais on étale aussi tout notre matériel, campement préhistorique et tout, pour faire quelque chose d'immersif, pour que le public régulier ou moins régulier d'ailleurs du musée voit quelque chose de vivant. Voilà, parce Mhm. que l'inconvénient souvent des musées, c'est que c'est figé, quoi. Donc, donc voilà. Et bon, puis des fois, on a aussi des ateliers un peu plus participatifs. D'accord. Dans les Et musées aussi, tu veux dire, où il y a des ateliers que dans vous les faites musées aussi, participer? ouais, des fois, il y a des choses qui sont prévues pour que, par exemple, pour les journées du patrimoine, il y a toujours des ateliers pour les scolaires le premier jour, et puis Ah ouais, que le chouette. public puisse aussi mettre un peu la main à la pâte. Alors là, souvent, on leur fait gratter des peaux, on leur fait défibrer des tendons pour faire des cordelettes.
Ouais. On fait de la poterie, même de la vannerie, des fois spirale. On a fait de la vannerie spirale et cousue avec des aiguilles de pin. Bah, cette année, j'ai voulu mettre en place aussi un club nature chez nous. Et en fait, pour l'instant, on fait par étapes, parce qu'on est deux, on est que deux, et en fait, on n'arrive pas sur tous les fronts en même Ouais, temps, c'est ça. plus le déménagement qui vient. Voilà, on a pas mal de choses à faire aussi sur le terrain. Bon, on s'est assagi, on s'est dit, bon, voilà, chaque chose en son temps. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en fait, de proposer aux enfants du coin, aux locaux, quelque chose de. En plus, on a pas mal d'écoles de la forêt, justement, avec peut-être des gens même que tu connais, en fait, vraiment juste à côté de chez nous. Et là, peut-être d'ailleurs que pour intervenir dans ces écoles-là, ça serait ponctuellement, c'est possible. Après, porter une fois par semaine un club nature, là, c'est trop. Ouais, c'est Et puis, beaucoup on est trop d'investissement. souvent en déplacement aussi. Et pour les Et stages, vous voilà. vous déplacez aussi pour aller donner des stages un peu partout. Ouais. Donc voilà, le deuxième aspect, c'est tout ce qui est stage, formation. Et Mhm. c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé là les 2 dernières années. Ça a bien grandi. Au départ, on faisait surtout des prestations dans les musées. Et maintenant, on s'est va vraiment orienté plutôt formation. Et on en fait chez nous. Et en fait, comme on nous demande ailleurs et que ça nous fait pas peur de bouger parce qu'on a l'habitude, en tout cas pour l'instant, Mhm. qu'on n'a pas d'animaux, on n'a pas encore de moutons, comme ça, Ouais, on bouge pas mal, ouais. On bouge pas mal pour les stages, ouais. ok. Et donc, dans ce que vous proposez, par exemple, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est la poterie primitive? Comment est-ce que vous faites ça? Moi, je me pose aussi la question parce que moi, je fais aussi hein, de la poterie. Et pour ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent qui font aussi de la poterie, c'est intriguant. Est-ce que vous faites seulement du modelage à la main ou est-ce que vous tournez? Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait déjà des tours? Est-ce qu'il y a déjà des choses qu'on peut faire en tournage et comment ça se passe? Et Alors là, justement, comment vous cuisez aussi ouais. la poterie Bah, parce que c'est pas les fours pour cette à question, gaz actuels, quoi. pour cette question, justement, Pauline serait plus légitime que moi pour répondre parce que c'est elle la spécialiste. Hein. Ah ah. Je veux, c'est fait naturellement, mais tu vois, on s'est partagé les spécialités, mais Mhm. vraiment naturellement. Et c'est ce qui fait aussi tu l'as fait remarquer au début, qu'on touche à autant de champs Ouais. de savoir-faire différents. Parce que bon, faut pas se leurrer. Hein. Si on veut être spécialiste dans un domaine, il faut faire que ça. Donc nous, on n'est pas des spécialistes, on est des touche à tout, mais on s'est partagé. Tu vois, moi, ça va être plutôt tout ce qui va être tannage au gras, tannage végétal, vannerie et et taille de silex. Ouais. Et Pauline, elle, ça va être tout ce qui va être poterie primitive, couture. Bon, elle en parlerait mieux que moi, mais bon, à force quand même, je peux Tu l'as vu faire. répondre succinctement à ta question. Ouais, je l'ai vu faire. Alors là, on peut voir faire, mais ça veut pas dire qu'on est aussi. C'est ça. Des fois, on regarde une vidéo sur YouTube, ah, mais c'est bon, je sais faire. Et puis quand on s'y met, on fait, ah ouais, non, en fait, Surtout avec la poterie, hein, ça a l'air c'est simple hein, quand on vachement. voit les gens tourner et puis quand on le fait Et soi-même, c'est pas si simple. de toute façon, quand tu regardes un artisan qui sait ce qu'il fait, Mm. qui fait ces gestes-là depuis des lustres et des lustres, ça paraît simple. De toute façon, Ouais. s'il est bon, ça paraît simple. Je regarde Ouais, l'intérieur de silex, tu dis, ah ouais, ok. Bon, ouais. allez, je vais essayer. Ouais, c'est ça. Donc oui, la poterie primitive, Pauline, elle a une formation aussi en céramique, hein. Mhm. Donc elle a tourné, elle a fait tout ce genre de choses. Euh, mais bon, ce qui l'a réfréné dans ce monde-là, c'est justement le fait d'avoir besoin de four à gaz, d'acheter ses terres et tout. Et puis ça lui plaisait pas en fait parce que comme elle l'a marqué dans sa description, elle aime bien faire avec rien. Bon, tu fais jamais Mhm. avec rien, forcément. Tu pars de matières premières, mais de matières premières qu'elle peut acquérir directement dans la nature. Ouais. Et en ça, nos démarches, elles se retrouvent complètement, elles se rapprochent en fait. Quand elle a découvert l'existence de la poterie africaine, avant de se pencher sur la préhistoire, où elle ramasse elle-même, elle ramasse et elle prépare leur terre et elle façonne son tour, donc technique de Colombin. Alors il n'y a pas une Mhm. technique de Colombin, il y en a plein différentes, quoi, mais elle monte comme si dans telle région, comme ça dans une autre. Ouais. Il y a des traditions aussi, mais par contre, elle cuise aussi en foyer ouvert.
donc 100 fois. D'accord. Et, et en fait, c'est vachement proche. Je suis pas céramologue, hein, mais pour le néolithique, il n'y a pas de four qui a été retrouvé. D'accord. Donc, Et c'était juste des feux, quoi. Juste un grand feu et on c'est mettait ça. dedans. Ouais. Alors c'est clair qu'avec nos standards d'aujourd'hui, on dira pas que les poteries, elles sont pas cuites à plus de 1000 degrés ou je sais pas combien on cuit en fait aujourd'hui, hein, mais elles seront considérées comme sous-cuites la plupart. Oui, c'est ça. Par contre, la terre est transformée de manière irréversible en céramique quand même, et ça permet d'avoir des contenants étanches. Alors rendu étanche par polissage, plus étanche en tout cas, ça reste poreux, hein, mais Mm. Mm. il y aura pas de d'émail en fait. Oui, c'est ça. Mais par contre, à force de faire, on peut complètement s'en servir sur le feu pour cuire, pour faire du bouillon, de la soupe, du ragoût ou quoi. Et bah, à force la matière organique se mette dans les pores de la poterie, elle est étanche en fait. Elle Ouais. suinte peut-être à peine, mais enfin c'est pas dérangeant à l'usage. Tu vois, nous, on a nos tasses. Pour moi, que là, moi, c'est plus moderne maintenant. Ça fait que depuis un an hein, qu'on habite dans une maison. Avant, on était vachement plus route, ça. Mais tu vois, on a des tasses. Bon, ça, en plus, je dis, je fais pas de poterie, mais quand même, celle-là, c'est moi qui l'ai faite. Ah, bah voilà. Je sais Tu pas si on vois. y voit quelque chose. Ouais, ouais, Donc ouais, ouais. celle-ci, elle a été façonnée avec alors c'est pas spectaculaire, hein, mais c'est à mon niveau. Façonnée avec des argiles sauvages et cuite au foyer ouvert, et puis m'a servi de tasse de café. Elle me sert toujours d'ailleurs de tasse de café de temps en temps. Elle suinte pas, elle est tout à fait utilisable, même si elle a pas été cuite à 800 degrés. Enfin 800 peut-être, ça peut les atteindre après, hein, mais c'est Oui. jamais aussi uniforme. Bah, j'espère qu'elle va pas me juger quand elle entendra l'enregistrement parce que j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, hein. On va dire que tu fais de ton mieux. Voilà. Oui, c'est ça. Mais c'était une autre époque, hein. À l'heure actuelle, on cuit en général à 1200, 1250 degrés. C'est très contrôlé dans le four. On va mettre un émail après pour que ça soit vraiment bien hermétique, que ça soit vitrifié. Et on essaye de tester au mieux nos, en tout cas tout ce qui va être alimentaire, de tester, voir si voilà, il n'y a rien Ah, qui peut je, migrer. Là, on n'est pas du tout dans ce même je genre de contrôle, c'est pense sûr. que c'est clair que c'est pas HACCP. Alors vous avez peut-être pas en Belgique les mêmes. Enfin, ça passerait pas en restauration collective, je Non, c'est pense, ça. en termes d'hygiène. Peut-être. Mais tu vois, moi, j'ai ma tasse. Justement, ça, si je disais, c'est ma tasse à café. J'ai aussi ma tasse à vin. J'ai aussi ma tasse à bière. Comme ça, ben, ça garde voilà. C'est car la même. Et puis, le fait d'utiliser, voilà, de boire, au début, elles peuvent un peu suinter. Enfin, elles peuvent un peu perler en humidité, mais à force, tu mets même du thé, tu mets de la matière organique, ça bouche les pores, et puis après, ben, ça fait Ouais, plus, quoi. c'est ça. Et, Mais et ça après, doit être. je pense que c'est ça qui intrigue et attire les gens vers la poterie primitive, c'est de savoir que finalement, euh, t'as pas besoin de tous ces moyens modernes pour faire de la vaisselle domestique, ou vaisselle ou autre, hein, ou des réalisations, des figurines et tout, hein, parce que elle fait de la poterie, mais elle cuit aussi des petites statuettes, Hmm. des petits figurines animales ou ce que tu veux. En fait, les gens dans les stages, ils sont assez libres, ils sont pas obligés de faire de la poterie préhistorique. Oui, c'est ça. Donc, Oui, oui. Ils peuvent faire un peu mais ce le qu'ils veulent. fait de savoir que tu peux ramasser de la terre, que de la terre en plus propice à faire ce type de poterie, tu en as potentiellement partout, parce que tu n'as pas besoin d'avoir une terre parfaitement lisse pour tourner, en fait. Au contraire, si tu veux qu'elle résiste à des chocs thermiques et tout ça, t'intéresse qu'elle soit chamottée, qu'elle soit dégraissée. Donc il y a une façon de préparer la terre aussi. Bon, ça, s'il y a beaucoup une histoire de feeling et voilà, elle explique quand même comme ça, même si tu peux aussi acheter des terres chamottées, mais Hmm. c'est pas idéal celle du commerce parce qu'ils prennent une terre pure et puis ils rajoutent du grain, telle taille de grain et tout ça, mais c'est assez artificiel. Alors quand tu prends naturellement une argile qui a aussi des limons, il y a aussi d'autres trucs, c'est plus facile entre guillemets, je sais pas si c'est facile le terme, mais tu, tu,
en fait, tu es au plus proche du naturel et c'est ce qui marche le mieux, Hmm. quoi. Donc, tu répares ta terre, tu la montes au colombin, donc tu façonnes, hein, sans tour. De toute façon, une terre très dégraissée, je crois que moi j'ai jamais tourné, mais il me semble que ça doit faire un peu effet papier de verre si tu la tournes, de toute manière. Hmm. Ça doit un peu t'abraser les doigts. Et après, la cuisson en foyer ouvert, il y a plusieurs types aussi de cuisson, en meule chapé, plein de déclinaisons. Et tu fais pas ça n'importe comment non plus, parce que sinon, tu exploses aussi tes poteries. Ouais, Sauf tout si tu à as un peu fait. de chance, mais jusqu'à maintenant, sur des pièces taille, et puis il faut savoir qu'on peut faire ça en 3 jours aussi, parce que les stages qu'elle fait de céramique, enfin de poterie primitive, c'est sur 3 jours. Donc Ah sur oui, 3 jours, il faut quand même avoir séché suffisamment les pièces pour ouais, tout à pouvoir fait. les cuire, quoi. Oui, oui, c'est ça. Hmm. Et jusqu'à maintenant, il y a pas eu de casse en fait. Il y a des tout petits accidents, mais bon, on n'est jamais à l'abri, hein, parce que c'est très influencé aussi par les conditions météo, quoi. Ouais. L'humidité est ton ennemi en fait quand tu veux cuire après, donc Hmm, hmm. mais sauf que les stages on les prévoit un an à l'avance, donc c'est pas la météo qui fera un an plus Ah tard. non, Déjà c'est aujourd'hui sûr. ils arrivent même plus à la prévoir pour le lendemain, donc C'est ça. Oui, c'est ça, parce que oui, il faut faire le feu, il faut que tout soit sec avant de pouvoir lancer la cuisson. Mais on c'est, s'arrange. il y a vraiment quelque chose ouais, de retour à la nature et de super satisfaisant d'aller chercher sa terre, de façonner, Mm. la cuire au feu et puis de voir sortir, enfin, d'être vraiment présent sur tout le processus. Parce que quand on met dans un four électrique ou un four à gaz, ben, ça dure pendant 2 jours. On ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. On retrouve le truc après. Mais là, on doit Mm. entretenir le feu, on doit être là, on regarde ce qui se passe vraiment. Ça doit être autre chose. Mm. Mais globalement, moi j'ai l'impression quand même, après on côtoie qu'un échantillon de la population, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un intérêt vers le faire soi-même, justement, d'épurer un petit peu les technologies et de revenir à des choses très terre à terre, concrètes, des Mm, savoir-faire, mm, comme ça. En tout cas, mm. bah, forcément, avec ce qu'on propose, on rencontre beaucoup de gens comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Aussi, peut-être que Oui, c'est c'est ça. un prisme assez déformé, en fait. Ouais. Et donc, toi, dans tes spécialités, tu pourrais nous montrer et nous parler un petit peu du tannage et de la taille de silex? Ouais, bah, je t'ai mis de côté quelques petits échantillons. Euh, pour le tannage, enfin, bon, j'ai commencé il y a assez longtemps, mais c'était pas très concluant, en fait. Donc, quand tu te réfères aux sources que tu peux trouver sur le net, et qui plus est en français, et à l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a sûrement quand même beaucoup plus de choses que tu peux trouver, bah, tu pars avec pas grand-chose quand même pour Mm, t'essayer à ça. En mm. fait, moi, tellement que j'avais fini par me dire que wow, le jeu n'en valait pas la chandelle, et j'avais fini par me dire que le jeu n'en valait pas la chandelle, que c'était trop casse-pied, et que tout ça pour avoir un résultat pas terrible, bof, quoi. Et Ouais, c'est après, ça. j'ai rencontré à l'international, d'ailleurs là où j'ai rencontré Pauline, un rassemblement de l'âge de pierre en Allemagne. J'ai vu des gens qui avaient des habits en buckskin. Buckskin, Ouais, ouais. c'est des peaux dont on a enlevé la fleur et qui sont tannées au gras et à la fumée. Et j'ai vu le potentiel que ça avait. J'ai vu ce qu'on pouvait faire de la peau. J'ai fait, ah ouais, mais en fait, ça vaut le coup, quoi. Et de là, bon, bah, ça m'a débloqué la motivation, ça m'a ravivé la motivation. Et puis, enfin, quand tu vois c'est clairement, tu tannes, c'est pour le résultat. Tu pars d'une peau qui est sanguinolente, pas très ragoûtante, qui de toute façon, si tu la laisses faire, soit elle sèche au mieux, soit elle rentre en putréfaction et puis elle sent mauvais et puis tu peux rien en faire, quoi. Donc, D'accord. et ce que tu en fais, enfin, quand tu la travailles, le résultat que tu peux avoir. Là, bon, là, par exemple, on a le truc de base. Ça, c'est un buckskin d'agneau. Je sais pas Hmm. si je vais pas bouger parce que je pense que la caméra elle comprend pas ce qui se passe. Ça, c'est ce qu'on fait faire par du temps sur les stages. Mais ça, tu vois, ce genre de matière pour faire des vêtements ou des sous-vêtements d'ailleurs, c'est tout souple, c'est tout doux. C'est idéal en fait. Enfin, c'est idéal. C'est aussi une vraie éponge. C'est idéal près du corps en fait. Tu vois. Hmm. Et si on ne sait pas qu'on peut avoir ça, et qu'on a juste la peau et qu'on ne sait pas juste
l'action de ce qu'on fait, qu'est-ce que ça peut donner potentiellement, tu dis, t'as vite fait de t'arrêter parce que c'est pas par hasard quand même qu'on a ça. Il y a quand même un protocole, il y a plusieurs protocoles en fait, il y a plein de façons d'aboutir à ça, mais il faut comprendre un minimum ce qu'on fait pour Hmm. arriver à ce À résultat, ce quoi, pour résultat-là, se quoi. reproduire. Ouais. Ouais. Et quand j'ai vu des gens habillés avec cette matière-là, bon, c'était plutôt cette matière-là, du coup, c'était plutôt avec du cerf. Moi, c'est une peau de biche. C'est la même chose, mais en plus grand, Hmm. grosso modo. Bah, je dis, OK, moi aussi, je veux faire pareil, quoi. Et du coup, j'ai commencé à me pencher sur la question, à avoir des conseils de copains, à avoir des bonnes références de bouquins en anglais, malheureusement. Je dis malheureusement, mais ou heureusement, en fait, j'ai dû m'y mettre. De toute façon, c'était des copains, on parlait pas, enfin, c'était un Finlandais, le copain en question. La seule manière d'échanger, c'était en anglais. Alors, mon niveau d'anglais n'était pas, alors, n'est toujours pas fantastique, hein, mais par contre, maintenant, je peux lire un bouquin en anglais, je peux échanger et suffisamment pour accéder à ces informations-là, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, bon, je le glisse comme ça, je suis actuellement sur la rédaction d'un bouquin en français sur le tannage au gras et à la fumée. Ah, Donc, chouette. Ça, c'est bien. après, là, j'ai parlé du buckskin, mais tu peux de la même manière tanner de la fourrure. D'ailleurs, on n'a pas sorti de la fourrure. Donc, voilà, par exemple, le doublage des gants, enfin, c'est doublé en buckskin de chevreau, avec d'ailleurs des peaux de poisson. On peut aussi tanner des peaux de poisson. Là, c'est tanné végétal, par contre. Et l'intérieur, c'est de la, je sais pas si on voit, c'est de la peau de renne, tannée aussi au gras et à la fumée. Parce que là, j'ai pas de fourrure. Donc, dans ton protocole, toi, c'est surtout au gras et à la fumée. Vous faites pas trop de Alors, tannage végétal. j'ai commencé par le gras et le gras et la fumée. Buckskin, d'ailleurs, buckskin, enfin, c'est techniques qui étaient peut-être pratiquées chez nous à la préhistoire. En tout cas, des techniques de tannage au gras à la fumée, tu en retrouves un peu dans les peuples traditionnels, un peu aux quatre coins du monde, les steppes asiatiques, Afrique du Sud. Mais nous, moi, la technique du fait que, enfin, ce livre que j'ai lu en anglais était écrit par un Américain, donc c'est une technique que indirectement je tiens des tribus nord-amérindiennes, même si chacun avait aussi leur propre, dans le détail, pas du tout le même protocole non plus, quoi. Pardon, c'était quoi la question? Je demandais si dans ton protocole, c'était surtout gras et fumé. Est-ce que vous faisiez aussi du tannage végétal? Ouais, voilà, ma porte d'entrée c'était le gras et la fumée du coup, pour avoir ça là, ces cuirs qui sont en plus lavables et tout ça. Et maintenant, je fais du tannage végétal aussi. Ouais. Je suis vraiment en train de m'y mettre. Et pour ça, j'ai suivi une formation là récemment, parce que jusqu'à maintenant, c'était de manière très satellite et volontairement, hein, parce que comme je suis en train d'écrire un bouquin sur le tannage au gras à la fumée, je voulais vraiment me focaliser là-dessus, me mettre des garde-fous pour pas trop me disperser, quoi. Je me Mhm. dis déjà, entre le silex, le tannage et la vannerie, j'ai bien de quoi faire. Et je me mets des garde-fous parce que j'aurais envie aussi de faire de la forge, de la poterie, pourquoi pas. Tout le reste. Alors, pour l'instant, on va se concentrer sur. Ouais, je Et comprends. là, j'ai eu l'occasion d'approfondir le tannage végétal, ben, grâce d'ailleurs à la formation que j'ai suivie en ligne, est faite par cet Américain qui a écrit le bouquin que j'ai sous la main. Euh, ça là, ça, Deer Skins into Buckskins, c'est c'est la référence, selon moi, hein, une des meilleures références de guide pratique sur le tannage au gras et à la fumée. Ah, génial. Enfin, en buckskin. Mhm. Là, c'est spécifique buckskin. Tu vas pas apprendre à faire de la fourrure, tu vas pas apprendre à faire de la peau pleine fleurs, même si c'est possible aussi en tannage au gras. Et maintenant, bon, bah, il est plus aussi jeune que sur la photo, le bonhomme, parce il y a quand même quelques dizaines d'années, je crois qu'il a écrit le bouquin. Mhm. Et depuis, bah, il a ouvert carrément une micro-tannerie aux USA et il s'est mis au tannage végétal. Et là, il propose des formations. Je me suis dit, nous, on propose des formations et pour les gens, ça fait prendre des gros raccourcis. Bah, il n'y a pas de raison pour que nous, on n'en prenne pas des gros raccourcis aussi. Voilà, c'est ce qu'on a Ouais, fait. c'est ça. Et quand tu dis buckskin, c'est vraiment la peau sans les poils, c'est vraiment juste le cuir, quoi. Non, ouais, alors oui, le buckskin, c'est une peau dont on a aussi enlevé la fleur. C'est pas que les poils. Par exemple, ce qui va donner. Alors, tu me permets un instant, je vais Ouais, te. je t'en prie. Alors, bah, tu as peut-être ça. Je sais pas si on voit avec la lumière. Je me recule un petit peu. Tu arrives à voir l'aspect là ou pas?
Non, un pas petit peu trop. Je crois que ça, on verra pas la trop caméra. la différence de l'autre. Hum, ouais, Ah, bon. peut-être Eh là, on ben, voyait un peu merci. de texture, mais L'aspect brillant, lustré, ridé, enfin lisse mais ridé, un peu, comment on dirait. Tu vois, un cuir de canapé, typiquement, même les cuirs qu'on connaît, il y a toujours un aspect un peu lisse. Ça, c'est la fleur. Et le buckskin, t'as un peu l'aspect de chaque côté de la peau, un peu similaire, que ce soit du côté hmm, chair, côté croûte, ou côté fleur, un aspect pelucheux, en fait, tu sais, d'accord, ouais. comme si ça avait été poncé. Hmm, Bon, le buckskin, on enlève toujours la fleur. ok. Là, c'est un cuir qui est aussi tanné au gras à la fumée, mais qui est plein de fleurs. Donc, et puis, ça, c'est un cuir de chevreuil. Donc, quand tu laisses les poils, tu fais de la fourrure. Tu enlèves les poils, seulement les poils, tu as un cuir plein de fleurs. Et si tu enlèves la partie supérieure du derme, en fait, c'est vraiment, tu enlèves plus que l'épiderme. Là, il n'y a plus l'épiderme, mais il y a la fleur. Tu enlèves la fleur et tu as du buckskin. Alors, il y a plein de raisons à ça, hein. Il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est plus facile à tanner une fois que tu enlèves la fleur. De toute façon, c'est plus facile de faire rentrer le gras à l'intérieur de la peau. Mhm. Donc donc, le gras et la peau n'ont aucune affinité. Donc le gros challenge, le gros défi, c'est de faire rentrer le gras dedans. À l'inverse du tannage végétal où le tanin et la peau ont une affinité et si on leur laisse suffisamment de temps, les tanins ils vont rentrer dans la peau en fait. Pour le gras, c'est pas le cas. Donc si on peut se faciliter la vie, on enlève la fleur. Tu vois, c'est d'abord ça et ensuite, bah, ça donne un cuir qui est vachement comme tu es dans la même couche de peau, t'as un cuir qui est vachement solide, qui est pas cassant, qui fait pas de bruit, s'il a bien été travaillé, hein, bien évidemment. Et enfin, c'est une matière qui est superbe. Et puis j'ai parlé de vêtements tout à l'heure, mais tu peux faire des courroies, tu peux utiliser une lanière de buckskin pour coudre d'ailleurs, hein. C'est le cas dans le short là, par exemple, là, j'ai fait quelques échantillons. Tout ça, là, nos vêtements, on peut les coudre au tendon, hein, mais le tendon, ça gratte. Et ça, comme je disais, c'est un cuir que tu peux laver. Ça passe Hmm. même à la machine à laver, alors pour faire l'anachronisme le plus total. C'est C'est un ça. cuir qui passe à la machine à laver, t'as pas besoin de l'assouplir derrière. Ah, c'est vraiment, ça n'a pas l'air net, hein. Tu vois, ça là, c'est lacé en fait. C'est cousu avec Hmm. une lanière de buckskin. Et là, le gros avantage, c'est que bah, quand c'est lavé, ça réagit pareil. Ça se détend, c'est une certaine élasticité. Hmm. D'accord. Génial. Et c'est super intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler des heures et on sent que tu es hyper passionné. Ouais, j'essaye aussi de mettre des garde-fous pour ça aussi, parce que moi, On va je partir dans pars tous dans les tous les sens. sens. C'était quoi Ouais. la question? C'est ça. Et on pourrait, pour terminer sur tout ce qui est des savoirs que vous partagez, tu pourrais nous montrer un peu les silex. Ah Si oui, tu oui. as quelques pointes de silex, Euh, des choses qu'on fait encore alors, beaucoup moins. ouais, ouais. Alors, j'en avais quelques-unes qui sont restées sur mon bureau depuis un moment, donc. Alors, bon, ça, c'est il y a plein de types de pointes de flèches préhistoriques différentes. Ça, c'est des pointes qui vont être plus Hmm. forme néolithique. Donc ça, c'est, enfin, forme. Il y a aussi plein de formes. Celle-là, elle est un peu grande hein, pour être une pointe de flèche, quand même, je pense. Ça, c'est un silex qui a été chauffé. On peut aussi chauffer le silex pour qu'il réagisse un peu mieux à la taille, surtout par pression. Ça, tu pars d'un gros éclat et tu vas le retoucher par pression, c'est-à-dire avec un petit bâton avec une pointe en andouillé, par exemple, et tu vas compresser. Ça s'appelle un compresseur, l'outil. Tu vas appuyer très fort sur l'arête là pour faire détacher des éclats et avoir quelque chose de très tranchant, quoi, en définitive. Bon, là, c'est un peu les mêmes formes à partir de silex différents qui, eux, n'ont pas été chauffés. Donc, plus le silex, la qualité du silex est bonne, t'as pas besoin de le chauffer. Tu chauffes un silex qui Hmm. n'est pas terrible. Voilà, c'est pour quelques pointes de flèche. Après, il y a pas que des pointes de flèche, hein. Par exemple, pour faire le lien entre le tannage, parce que les savoir-faire qu'on propose, quand on fait des démonstrations, par exemple, dans les musées, il faut qu'on utilise que des outils et des moyens, on dit préhisto-compatibles. Hmm. Donc, tu vois,
quelque chose qui a été trouvé en pagaille pour toutes les périodes d'ailleurs enfin beaucoup de périodes de la préhistoire. C'est juste la partie, je montre mais on voit pas sur la caméra. Toute la partie en silex là, c'est une lame en fait de silex qui a été retouchée au bout. On l'a arrondi. Ça s'appelle un grattoir. Donc là, il a été emmanché. Là, il a été emmanché et ce grattoir, je m'en sers pour gratter les peaux, par exemple. D'accord. Et c'est Ouais. tout à fait fonctionnel. Et c'est avec ça, d'ailleurs, qu'on fait gratter les enfants. Ils sont contents. C'est Ils grattent génial, la ouais. peau pour enlever les poils et Hmm. enlever la fleur pour produire D'accord. du buckskin. Ah, Ou magnifique. alors, peut servir aussi pour gratter la partie chair, pour affiner la peau. Et par exemple, faire une fourrure avec une peau qui est un peu épaisse pour être juste tannée comme ça, par exemple une peau de cerf. On peut affiner une peau de cerf et, euh, et ça la désépaissit, ouais, ça l'affine. Du coup, ça permet de faire rentrer le gras plus facilement, parce que je disais, Ouais. le problème, c'est le gras. Puis on a plusieurs outils comme ça. Donc là, tu as Et un une couteau pointe de de silex, rivière. comme tu as montré, il faut combien de temps pour tailler ça? Faut pas, une fois que tu pars de l'éclat, si, ça dépend ton degré de perfectionnisme, quoi. Mais, et puis ça dépend du tailleur, de l'expérience du tailleur. Mais il te faut au minimum un quart d'heure, mais ouais, une bonne demi-heure quand même sur chaque pointe, si tu veux avoir quelque chose Ouais, de ouais. fini, quoi. Hmm. Euh, ouais, puis après, il y a pas, par contre, euh, je disais, le silex, ça peut être un art que si tu le pousses si tu le pousses jusqu'au bout, ça peut devenir très complexe. Par contre, pour faire des outils de base, il n'y a pas besoin d'être, je dis toujours à mes stagiaires, il n'y a pas besoin d'être un excellent tailleur de silex pour faire des outils tout à fait fonctionnels. Parce que comprendre les principes qui sous-tendent l'éclatement de la pierre, c'est pas, en soi, produire un éclat, c'est très facile. Et à partir du moment où tu as produit un éclat, tu as quelque chose qui déjà est tranchant. Et ensuite, par opportunisme, il y a des éclats qui vont être plus épais que d'autres, donc tu vas t'en servir plutôt pour gratter comme un burin. Burin au sens typologique du terme, pas un Hmm. burin tu tapes avec un marteau, hein. Un burin, ça va être pour, par exemple, affiner la branche d'un arc, finir de lisser, d'affiner la branche d'un arc, tu vas utiliser un burin en silex, ou en Hmm. verre, ou en acier, après, bien sûr. Mais un éclat, tu vois, tiens, ça, c'est juste une bête lame. Bon, bête, non, pas si bête, je l'ai gardée parce que elle avait un petit trou naturel sur la partie Ouais, ouais. distale, là, où je fais, ah, c'est mignon, je vais faire un collier avec. Enfin, je rigole, pas un collier, hein, tu te tranches, c'est extrêmement tranchant. Justement, pour illustrer, ça, c'est très, très tranchant. On Hmm. va le voir sur la vidéo, puis j'ai rien à couper, de toute façon. Ah, si, regarde, couper du cuir. Tiens, un petit lien de buckskin. Bon, là, il va falloir le garder tendu, tu vois. Mais, Ouais. hop, ça coupe dans le cuir comme ça, alors que le buckskin, ça, je fais des mocassins avec, on peut marcher dans les ronces sans problème. Est-ce que Ça tu peux perce pas. remontrer? Parce que j'ai parlé à ce moment-là, je crois qu'on a vu juste mon image. Remontrer comment ça coupe? Ouais. Voilà, faut le garder tendu. Je vais essayer de couper le plus gros bout. Voilà. Bon, après, elle a déjà servi cette lame, hein. L'inconvénient du silex, après, c'est que ça peut pas se. Oh, l'inconvénient du silex, c'est qu'on peut pas le réaiguiser. Ouais, Enfin, ouais. l'inconvénient. Hmm. Quand tu sais en retailler, ça pose pas de problème. Mais le tranchant, il est extrêmement vif, mais il dure qu'une fois. Après, enfin, il dure qu'une fois. On peut pas le réaiguiser. Si tu veux réaiguiser, enfin, ça marchera pas. C'est comme un couteau en céramique. Je crois qu'on peut pas les réaiguiser non plus. D'accord. Mais tu vois, pour produire un éclat comme ça, il n'y a pas besoin d'une compétence, il n'y a pas besoin de 10 ans d'expérience en taille de silex, et puis ça fait tout à fait l'affaire. Et Hmm. puis si tu n'arrives pas, ça c'est des pointes de flèche qui sont très tardives, mais il y a des simples éclats un peu retouchés qui ont servi à faire des barbelés sur les fûts des flèches, tu vois. Tu peux les encastrer sur les fûts. Le but du jeu, c'est de faire saigner, c'est de faire une grosse hémorragie à l'animal, et puis et il n'y a pas besoin de cette technicité-là pour avoir quelque chose d'efficace. Là, le Hmm. gros avantage, c'est que tu peux faire quelque chose de parfaitement symétrique et donc que le vol de la flèche soit extrêmement stable, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui va te donner la peine, pour cette raison-là, quoi. Après, le truc en silex. Voilà. Après, ce qui est sympa, hop, c'est les emmanchements.
c'est les emmanchements, parce que une lame toute seule, elle coupe de tous les côtés. Et du coup, si tu l'utilises tel quel, tu vas te blesser. Hmm. Alors, les emmanchements que je vais te montrer, là, ils sont pas attestés préhistoriquement, parce que les archéologues retrouvent au mieux des traces d'emmanchements sur l'outil, mais ils ne retrouvent pas le manche, parce que le manche, s'il est fait en bois, ben, le bois, il s'est décomposé, il reste que le caillou. Donc là, tu as une lame de silex, comme tout à l'heure, qui est Hmm. juste, tout simplement, encastrée sur une fourche, une fourchue. Et quand la lame de silex, je pourrais l'utiliser telle quelle, mais je risque de me blesser, puis je suis pas très à l'aise. Juste ce simple fait de l'avoir encastrée comme ça, sur un manche, eh ben, j'ai une plane à bois, Ah tu vois, ouais, tout à fait ouais. fonctionnelle. Et je m'évertue, enfin, c'est pas le bon terme, mais je fais en sorte quand même que ce soit amovible, ces emmanchements-là, parce que, pour la raison que je disais tout à l'heure, euh, On va comme je changer de peux pas silex. réaiguiser la lame, il faut Hmm. que je la change souvent. Si je me fais des systèmes trop compliqués qui prennent 3 plombes à changer, c'est contre-productif, quoi. Hmm, hmm, hmm. Donc, tu as un emmanchement comme ça. Là, tu as juste une lame, un couteau, en fait, hein, un couteau, juste ligaturé sur un bout de bois qui a été creusé. On peut aussi fendre le bout de bois en deux, faire puis le religaturer. Je sais pas, enfin, bon, je pourrais passer des heures à tout te montrer, hein, mais Ah, quoi, il y a un vous avez système toute une que collection et j'adore. vous avez été vraiment chercher toutes les possibilités avec chaque chose. Mais le système que j'adore, moi, tiens, j'ai une timeline qui traîne. Bon, tant pis. Système que j'adore parce que c'est le plus simple du monde. C'est un petit bâton avec un trou. Ça a pas de gueule, hein, comme ça ressemble à rien. N'empêche que, alors, quand tu mets une lame, alors celle-ci, elle a été modifiée, elle est dentelée. C'est un denticulé Mhm. parce que je m'en suis servi comme d'une scie, mais imaginons que là, il n'y a pas la scie. Enfin, petite parenthèse, quand le silex coupe plus, ça veut pas dire qu'il faut le jeter. Après, on peut le retoucher et faire d'autres outils, comme un denticulé pour faire une scie, comme un grattoir, comme tout à l'heure. On Hmm. peut retoucher le bout de la lame pour gratter. Là, c'est une grande lame, mais une petite lame, ça fait un petit grattoir. Et le grattoir, il n'est pas obligé de gratter des peaux. Il peut gratter de l'os, il peut gratter plein de sortes, plein de matières différentes, hein. Voilà, c'était juste une parenthèse, hein, parce que elle a plus le côté tranchant de base, mais elle est toujours utile. Là, le petit bâton avec un trou, hop, on encaste juste comme ça, et, et on a un couteau. On Ah peut ouais. l'utiliser même en précision, comme ça. On peut, on peut y aller comme ça. On peut y aller, on peut tailler vers soi. Enfin, je sais pas ce que, si vous voulez, hein. Je sais pas si vous faites passer des permis couteau et que vous dites qu'il faut pas tailler vers soi. Vous ne devrez pas, En général, non. Avec les enfants, en tout cas. je vais pas contredire. Enfin, voilà. Et puis tiens, un dernier petit objet. Hop. Là, par exemple, tu as aussi une lame, sauf que cette lame, elle a été réalisée ben, comme avec la même technique qui permet de faire la pointe de flèche, et qu'on l'a retouchée des deux côtés, comme un biface. Hmm. On l'a taillé des deux côtés. Ce qui, du coup, celle-ci n'est pas aiguisable. On va pas prendre un fusil ou une pierre pour l'aiguiser. Par contre, on peut la réaffûter. On peut, D'accord. on peut la réaffûter avec le petit outil dont je te parlais tout à l'heure, que j'ai pas là. Mais un petit bâton, mais on y met un bout d'andouiller, bois de serre ou de chevreuil au bout. Et en fait, on va appuyer sur la marge, là, sur l'arête, clac, redétacher les éclats quand ça coupe plus, d'un côté, de l'autre, pour raviver le tranchant. Mais le tranchant, bon là, c'est très fin, mais le tranchant, en fait, il est cisaillé, c'est une petite scie. On n'a pas un tranchant parfaitement lisse comme on aura sur un éclat. Bon, là, il est plus parfaitement lisse parce que la lame a servi, tu vois, hein, on voit qu'il y a Hmm. des petits morceaux de silex qui ont sauté. Le silex, il est plus dur que l'acier, mais du coup, il a aucune souplesse, ce qui fait qu'il est cassant. Ah oui. Mais sinon, ça raye l'acier, c'est plus dur. Waouh, génial. Enfin, voilà. Ouais, Là, une autre tellement façon. de savoir là, rien que dans ces trois pratiques-là que tu partages, c'est incroyable de se dire que nos ancêtres ont quand même découvert des choses incroyables pour pouvoir survivre,
pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir chaud, pour pouvoir chasser. Bon, enfin, c'est super de pouvoir retourner en lien avec tout ça, quoi. Ben, ouais, ouais, c'est, euh, je veux dire, c'est l'objectif. C'est une des choses une des envies qui nous emmenait vers tout ça, en fait. C'est se rapprocher. Je t'ai dit tout à l'heure, les gens, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont envie de revenir vers des choses essentielles, mais c'était aussi notre quête à nous, et puis ça l'est toujours, en fait, revenir à des choses simples, en fait, la simplicité, parce que on a quand même malgré tout les deux pieds dans le 21e siècle, et puis de toute manière, même si on voulait vivre comme des chasseurs-cueilleurs, hors des lois, hors des États et tout, on n'y arriverait pas. Les peuples, les rares peuples traditionnels qui existent encore, ils sont de toute façon malheureusement minés par la mondialisation Mm, mm. et l'intérêt pour des ressources qui, enfin, de toute façon, ils peuvent plus vivre comme Ils sont très limités, en tout cas. Ouais. selon leurs traditions. Et nous, si on voulait revivre selon des traditions qui sont quand même perdues, enfin, on est quand même plus des chasseurs-cueilleurs depuis plus longtemps qu'eux. Mm, Et, mm. vouloir retrouver tout ça, c'est un peu utopique. Alors moi, c'était mon utopie au début. Hein, je voulais vivre dans les bois, mais Mais, bon, voilà. Maintenant, mais j'essaye quand même de ramener des choses simples dans mais ma ça, vie. ça m'amène à ma dernière question, justement. Je voulais en venir à. Ben, je pense que votre motivation à vous, elle est quand même assez claire dans ce que tu partages. Mais voilà, c'était un peu, c'est quoi ce lien à l'humain? Quelle est votre motivation de faire ce que vous faites et pourquoi tu penses que les gens viennent chercher des stages comme ça? Parce que c'est sûr qu'on n'utilise plus le silex tous les jours et que on a des vêtements et on a de la vaisselle dans nos armoires, mais qu'est-ce que tu penses que, voilà, en général, les gens viennent chercher dans un stage comme ça? Alors, on a vraiment, vraiment des motivations diverses et variées, quoi. Et ça dépend Mm, des stages aussi. Tu vois. Par exemple, sur le tannage, il y a quand même toujours l'envie de valoriser la peau, que la personne soit chasseur, qu'elle soit éleveur, ou que bah, le côté c'est dommage de jeter, et puis mm, valoriser l'intégralité de l'animal, quoi. Euh, mais bon, si on devait trouver un dénominateur commun, et puis après peut-être que je projette aussi mes propres centres d'intérêt, hein, mais de manière générale, c'est l'autonomie, je crois, quelque part. En tout cas, être capable de, ça veut pas dire que justement on va refaire tout son service de vaisselle en poterie, qu'on va. Moi, j'utilise de l'acier sans arrêt et je trouve ça vraiment pratique aussi, tu vois. Par contre, être capable, il y a un contact avec des choses primitives, bon, primitives au sens noble, je sais pas si ça existe, en tout cas primordial. Euh, la pierre, ça c'est directement accessible. On peut directement composer avec, on peut avoir des outils. Cette conscience-là, je pense, ça nous donne de la confiance en fait. mm. Ça nous donne confiance Ouais. en nous parce que on sait que on n'est pas déboussolé, on n'est pas perdu, on sait composer avec les matières naturelles qui nous entourent. Et du coup, bah, ça libère, ça donne plus de liberté, je pense, Mm, plus de confiance en soi. Après, que les gens aient conscientisé ça ou que ils se disent que ça va être, il y a peut-être aussi des collapsologues qui se disent est-ce que le monde va s'effondrer et que ce serait peut-être bien de savoir allumer un petit feu mm. en frottant deux bouts de bois. Ouais, c'est Il y toujours a pas de mal. tout en fait, Ouais. mais tout est lié, même si moi je me considère pas comme survivaliste pour dessous, mais ça nous arrive de collaborer avec des écoles de survie, par exemple. Mm, Et ça se rejoint. Et qu'importe la motivation de départ, il y a des techniques qui se rejoignent. Et quand bien même on a un gros survivor au début, mais plus on va passer de temps dans les bois, au contact des éléments, du chant des oiseaux et tout ça, et à un moment donné, pour y rester insensible, ça devient de plus en plus compliqué aussi. Donc, ouais. et on reconnecte quelque chose, enfin on reconnecte.
cette connexion, elle existe de toute façon, qu'on le veuille ou non. On fait partie de la nature. Enfin, on est des êtres de chair et de sang, organiques et tout ça. C'est juste qu'il faut peut-être raviver ce lien, cette conscience. C'est plus une question d'apporter un nouvel éclairage pour moi que de. Là, c'est pas de la reconnexion. C'est Tout reprendre ça, conscience c'est de que cette des mots. connexion. Ce qui est important, c'est ce qu'on y met derrière, au final, quoi. De Ouais, toute ouais. manière, on est tous connectés, qu'on le veuille ou non. Après, est-ce qu'on a conscience de cette connexion? C'est ça la vraie question, quoi. Oui, c'est ça. C'est peut-être aussi ça, c'est reprendre conscience de cette connexion qu'on a à la nature et à l'humain, parce que comme les gens se retrouvent tous ensemble autour d'un savoir-faire, il y a aussi, j'imagine, dans les stages, des connexions humaines qui se créent pendant ces quelques Complètement. jours. Mm. Et tu vois, nous, on met pas l'accent là-dessus, en fait. Nous, on propose des stages de savoir-faire. Alors, ça se Mhm. passe dans la nature la plupart du temps, enfin, dans la nature, dehors. Mais après, chacun vient prendre ce qu'il veut et fait ce qu'il veut de ce qu'il a appris, en fait. Évidemment, le contexte favorise la reconnexion et tout, mais c'est pas quelque chose sur lequel nous, on va mettre l'accent. Oui, tout à Tu vois. fait. Parce que C'est la... finalement, chacun a sa propre approche, chacun a sa propre sensibilité, et, et les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Et puis même si dans un premier temps, tout n'a pas été conscientisé, après, de toute manière, c'est comme quand on fait de l'éducation avec les enfants, hein. Ouais, Nous, je sais, quand on intervient, on fait utiliser du silex aux enfants, ils sont là, soit ils sont comme des fous, soit ils ont rien à faire. Mais à un moment donné, peut-être que je sais pas, tu sèmes des graines, tu allumes une petite lumière, et tout à fait. puis voilà, puis c'est pareil pour les adultes en fait, hein. On n'est que des Mm. grands enfants, hein. Tout à fait. C'est bien de s'en rappeler. Bon, super. Merci beaucoup pour tout ce partage. Je pense qu'on aurait plein d'autres choses encore à partager, mais que voilà, il faut toujours un début et une fin. Pour N'est-ce pas? terminer, j'aimerais que si tu pouvais nous partager une petite histoire en lien avec la nature ou en lien avec voilà, un de tes savoir-faire qui pourrait peut-être nous inspirer, quelque chose que tu as envie de partager. Ouais, ce matin, en me promenant, je me suis rappelé, en pensant à cette question-là, je me suis rappelé, adolescent, j'avais 15 ans, et j'étais parti faire du woofing dans les Pyrénées, enfin du woofing, c'est pas du woofing puisque j'avais 15 ans, mais bon, j'étais dans une ferme. Et là, j'étais tout le temps dehors, pieds nus. Et là, j'étais parti aux estives, tout seul. Et forcément, j'étais pieds nus dans la montagne. Et j'avais une idée approximative de où je devais aller, mais bon, j'étais hors sentier. Et, euh, et je me suis retrouvé, c'était la première fois de ma vie. Depuis, j'en ai vu d'autres. Mais moi, là où j'ai grandi, il n'y avait pas de cerf. Et, et là, je me suis retrouvé quasiment nez à nez avec un cerf. Mm. Et c'est sa réaction, moi, qui m'a marqué. Enfin, je dis nez à nez, ça doit être à 15 mètres, tu vois. C'est que je l'ai vu, il m'a vu, on s'est vu, il m'a regardé comme ça. Puis, j'ai bien vu qu'il y avait aucune crainte, aucune peur. En fait, je l'ai juste dérangé, quoi. Et, euh, et tu vois, moi, les cerfs, j'avais vu ça enfin, c'était dans Bambi, le cerf majestueux, quoi. Et puis, mais c'était ça, quoi. Il m'a regardé. Puis il est parti, mais juste parce que j'ai perturbé sa quiétude, quoi. J'ai- C'était pas du tout une crainte de sa part, c'est juste, bon, il me saoule celui-là, je vais aller ailleurs. C'est sa réaction, je me suis dit, waouh, il m'a méprisé, quoi. Qu'est-ce qu'il fait chez moi, celui-là? Ouais, ouais, non, mais et puis bon, c'était fort, parce que c'est la première fois que je rencontrais un animal comme ça. Et puis après, la suite de l'aventure était pas mal aussi parce que du coup, j'ai trouvé les estives, je suis allé voir la bergère et tout. Puis après, quand je suis revenu, j'ai coupé à travers les bois et la nuit a commencé à tomber. Je me suis un peu paumé quand même. Ah ouais, ouais. J'ai fini par rejoindre une route et tout. Et je me suis bien fait engueuler quand même parce que j'avais 15 ans. J'étais quand même sous leur responsabilité. Ils ont un petit peu peur, quoi. Ah ouais, c'était une grande aventure, quoi. Ça va Ah être oui, quelque c'était chose marrant. de rencontrer un cerf comme ça. Ouais, ouais, donc c'était vachement marrant cette balade. Moi, ça m'a laissé un bon souvenir. De temps en temps, j'y repense. Ouais. Surtout que Mais bon, maintenant, tu j'aurais pu. travailles avec le cerf d'une autre façon, en fait.
Ouais. Maintenant, je suis allé beaucoup. Alors, je chasse pas encore, mais je suis allé beaucoup peler, dépouiller des cerfs, et puis après, ouais, Ouais. c'est ouais, il y a le côté démystification du cerf quand même quand tu ouvres les crânes pour récupérer la cervelle pour tanner avec. Bon, Ah c'est ouais, d'un ouais, c'est côté autre tu chose. valorises l'animal entier, mais bon, il faut voilà, c'est ça n'empêche pas de toute façon, ils ont été tués mort pour mort, autant tout utiliser, hein. Bon, bah, merci Robin, en tout cas, pour tout ce partage. C'était super inspirant. Ça porte bien son nom, Inspiration sauvage, parce que c'est vraiment là, moi, ça me donne envie d'aller voir plus loin, d'aller tester toutes ces techniques. Et c'était vraiment très chouette de sentir ta passion aussi à travers notre échange et d'avoir pu partager tout ça avec nous. Ben, merci à toi de nous avoir proposé cette interview, hein. C'est chouette. Et puis content d'avoir pu échanger avec toi et au plaisir de te rencontrer en vrai cette fois-ci, peut-être un jour. Ah ouais, avec plaisir, ce serait vraiment très très chouette. Ce serait très chouette. Merci beaucoup Robin et à bientôt alors. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter un j'aime sous la vidéo, à laisser votre avis, à la partager autour de vous et à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez aussi visiter le site de Graines de Sauvage pour vous inscrire à la newsletter et être tenu informé des activités. Allez faire un tour sur Instagram pour d'autres contenus sur la connexion et la nature. Merci et à bientôt.